j'ai pas d'horaire. Transport assez honorable, pas de gaz dans mes honoraires. Prends le bus, c'était monogame, moi il faut que j'opère. J'ai pas le temps, bye man, faut que j'aille sur une blind date, moi il faut être my... Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Le temps du bus. Je m'appelle Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès Transport Viable. L'épisode d'aujourd'hui est très spécial. En l'honneur du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, nous dédions cet épisode à une discussion sur la mobilité féministe. Pour commencer, comme toujours, nous avons une entrevue exclusive avec deux expertes de notre milieu. C'est mon grand plaisir d'accueillir aujourd'hui nos deux invités, Morgane Boisseau et Annie Métivier-Hudon, qui sont deux chargées de projet chez Accès Transport Viable, des chargées de projet féministes. Oui! Oh oui! Yeah! Mais mesdames, bienvenue à Le temps d'une bus. Merci Marie-Soleil! Merci beaucoup! Pourriez-vous commencer par me présenter un peu, c'est quoi le projet Femmes et Mobilité? Absolument, oui. Femmes et mobilité, ça existe maintenant depuis presque 5 ans. C'est un projet qui vise à mettre en lumière le déficit de mobilité des femmes sur le territoire de la capitale nationale, parce que les femmes vivent des obstacles dans leur mobilité quotidienne. Donc, le but, c'est de documenter ces obstacles-là, puis de proposer des solutions. Puis, c'est un projet qu'on porte avec le TRAC, le collectif pour un transport abordable et accessible à Québec. C'est ça. Donc, on propose ensemble des solutions pour réduire ce déficit qui est vécu par les femmes. Et quand on parle de déficit de mobilité, qu'est-ce qu'on veut dire en particulier? Bien, un déficit de mobilité, c'est un manque de solutions de transport pour répondre à des besoins spécifiques. Donc, en fait, les femmes ont des besoins spécifiques en termes de mobilité parce qu'elles n'ont pas les mêmes habitudes de mobilité que les hommes, notamment. Est-ce que tu veux nous donner des exemples, par exemple, qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique? Oui, bien sûr. En fait, la littérature montre beaucoup de constats sur le sujet. Donc, on a par exemple le fait que les femmes effectuent des chaînes de déplacement plus complexes que les hommes. Donc, une chaîne de déplacement complexe, c'est quoi? En fait, c'est au lieu de partir d'un point A pour se rendre à un point B, donc un déplacement classique, domicile-travail, bien, les femmes, quand elles partent du point A, elles font un arrêt à la garderie, elles font un arrêt à la clinique, elles font un arrêt à l'école, elles font un arrêt à l'épicerie, jusqu'à ce qu'elles se rendent à leur destination finale. Donc, ça, c'est beaucoup en lien avec le poids des tâches domestiques, le poids de la charge mentale qui repose encore toujours sur les femmes. Donc, ça devient une charge de la mobilité également, cette charge mentale-là. Et puis, j'imagine que les planificateurs et planificatrices de la mobilité dans nos villes, mais aussi dans notre territoire, est-ce que ces personnes-là prennent en compte, en fait, ces différences de comportement en matière de mobilité entre les hommes et les femmes? Bien, malheureusement, c'est encore très peu pris en compte, ces différences-là, mais pour plusieurs raisons. Déjà, la documentation, les données sont encore assez restreintes. Puis aussi, le fait que bien, dans l'aménagement des territoires, dans le domaine du transport, dans les sphères décisionnelles en général, bien, on a une prédominance masculine qui fait que les décisions qui sont prises reflètent les perspectives des acteurs qui fabriquent la ville. Puis ces acteurs-là, ce sont majoritairement des hommes. Donc, de façon consciente ou inconsciente, on prend des décisions selon les besoins d'un individu qu'on va juger standard, mais ben, l'individu standard, ça n'existe pas. Donc, les décisions qui sont prises, elles correspondent plus aux besoins d'un homme en bonne santé, d'âge moyen en général. Et donc, on remet un peu en question la notion d'universalité, en fait, en mobilité, dans le sens où ce qu'on nous présente comme étant universel ne vient pas répondre à toutes les catégories de personnes, grosso modo. Absolument pas, oui, c'est ça. On vient pas répondre aux besoins spécifiques des personnes. Puis c'est pour ça qu'on peut dire que la ville est faite par et pour les hommes. Il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui affirment que c'est ce qui se passe dans notre planification urbaine. On répond pas aux besoins de tout le monde, puis on répond aux besoins des hommes en majorité. OK. Bien, c'est super intéressant. J'aimerais ça nous ramener un peu là, vers notre sujet principal, quoi qu'en même temps, c'est de ça qu'on parle. On parle de mobilité féministe. On parle de plus en plus d'urbanisme féministe, de déneigement féministe, de ville féministe. Or, c'est un peu spécial pour certaines personnes, en fait, d'associer ces termes-là, mobilité et féministe. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ces termes-là, puis pourquoi on les associe, en fait?
Ben, on les associe mobilité féministe parce que la mobilité, c'est un enjeu foncièrement féministe parce qu'il y a des inégalités dans la mobilité entre les femmes et les hommes. On sait que les femmes sont moins mobiles que les hommes en général. Elles sont plus tributaires des moyens de transport comme elles se déplacent plus à pied, elles se déplacent plus en transport collectif, elles ont moins accès à l'automobile, elles sont plus sujettes au sentiment d'insécurité. Donc, il y a des inégalités qui existent. Elles sont aussi invisibilisées dans l'espace public. Un bel exemple de ça, c'est la toponymie. On sait que seulement 11% de la toponymie québécoise met à l'honneur des femmes, donc c'est très peu. Donc on a une forme d'invisibilisation. Les femmes sont moins légitimes à occuper l'espace public, elles sont moins visibles. Puis ça, c'est un enjeu vraiment féministe de l'idée que la ville doit être réappropriée par les femmes. C'est vraiment super intéressant. Puis là, on parle vraiment beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, mais quand on aborde, en fait, tous ces enjeux-là avec la notion d'intersectionnalité, là, il y a beaucoup plus d'inégalités, en fait, qui émanent, en fait, fort probablement. Absolument. En fait, on remarque que les déficits de mobilité vont s'aggraver quand d'autres facteurs de discrimination sont pris en compte. Donc, on pense à l'âge, aux revenus, à la couleur de peau, à la situation de handicap, au statut d'autochtone. Ça, c'est des facteurs qui vont faire en sorte que les déficits de mobilité vont s'aggraver. Ces personnes-là vont être plus susceptibles d'en vivre en général. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir une perspective féministe qui soit intersectionnelle pour prendre en compte ces facteurs de discrimination qui se croisent et qui vont venir multiplier les effets des déficits de mobilité qui sont vécus. Tantôt, tu as dit très rapidement le terme « sentiment de sécurité ». Or, on sait très bien que pour certaines catégories de personnes, en fait, le sentiment de sécurité peut venir impacter, en fait, nos habitudes de mobilité. Annie, je sais que tu travailles spécifiquement, en fait, sur cette question-là à travers le projet Rue sans peur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu du projet? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Oui, puis je rebondirais peut-être, tu parles des différentes populations, justement, qui sont impactées de manière différente. Ça, c'est quelque chose qui commence à sortir dans la littérature dans les dernières années, justement, à quel point l'expérience du sentiment de sécurité et du harcèlement de rue est distincte selon différentes populations. Puis nous, on a pris connaissance de ces enjeux-là, à travers les multiples témoignages qu'on a reçus dans le cadre du projet Femmes et Mobilité, mais aussi à travers de la documentation qui a été réalisée à travers le monde, à Montréal notamment. Puis on s'est rendu compte, en fait, qu'à Québec, on n'avait aucune donnée sur le sujet. Et on s'est beaucoup basé sur le cas de Montréal, où il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur ce phénomène-là. On a d'ailleurs découvert que c'était 60% des femmes qui avaient peur de se promener seules le soir dans leur propre quartier à Montréal, contre seulement 17% des hommes. Donc, on voit encore que l'aspect, que l'identité de femme est vraiment un facteur de discrimination très fort dans ce sentiment de sécurité-là. Un peu plus tôt dans la conversation, on disait que les données, c'est vraiment super important, en fait, pour avoir une idée représentative, en fait, des enjeux vécus par les personnes qui sont moins représentées, en fait, dans l'espace public et politique. Dans le cadre du projet Rue sans peur, vous faites de la récolte de données. Oui. Comment ça s'exprime? Bien, c'est ça. Le projet Rue sans peur, c'est un projet de recherche-action. Donc, on veut mieux connaître comment ça se passe vraiment, comme sur le territoire, ce phénomène-là, pour ensuite pouvoir établir des recommandations, des constats, des portraits, par exemple, de différentes populations, de différents quartiers. Et nous, on a plusieurs types de récoltes de données. On a premièrement des marches exploratoires. Donc, ce sont des marches dans lesquelles, avec plusieurs participantes, on arpente les rues d'un quartier. On a une dizaine de quartiers à couvrir dans la ville de Québec. On fait ça en ce moment. C'est super passionnant. Et là, on va vraiment chercher justement l'expérience vécue, les émotions que les gens vivent sur les territoires, qu'est-ce qui, dans l'environnement, va contribuer à leur sentiment de sécurité ou, au contraire, générer un sentiment d'insécurité. Donc ça, c'est l'une de nos types de collecte de données. On tient aussi des groupes de discussion avec des populations cibles. Donc, comme on l'a dit, il y a certaines populations qui sont plus fortement touchées, qui sont plus à risque d'être touchées par le harcèlement de rue. On sait premièrement les femmes, mais aussi notamment les personnes trans, les personnes immigrantes, les personnes en situation de handicap, les adolescentes.
Donc, c'est deux des populations que nous, on a jugé très pertinent de faire des groupes de discussion avec uniquement ces populations cibles-là pour vraiment aller tâter le pouls de la manière dont elles vivaient différemment le sujet du harcèlement de rue. Et sinon, on va avoir aussi un sondage en ligne qui est accessible en ce moment, en fait, et qui est répondable par l'entièreté de la population, là. Donc, on souhaite, avec ce sondage, avoir des données un peu plus quantitatives pour aller vraiment établir un portrait du phénomène à l'échelle capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Hey, c'est vraiment super intéressant, d'autant plus qu'en ce moment, on n'a pas de données, en fait, à Québec, là, donc je pense que ça va venir intéresser plusieurs personnes. Je sais que, bon, vous êtes en train de réaliser en ce moment, là, dans le projet Rue sans peur, de la récolte de données. Est-ce que tu aurais des conclusions préliminaires à nous partager, en fait, là, par rapport à cette récolte de données-là? Oui, ben oui. C'est ça, nous, on a déjà fait plusieurs groupes de discussion, on a déjà fait plusieurs marches exploratoires et c'est super intéressant ce qui ressort des témoignages. Généralement, on retrouve beaucoup tout ce qui va être sous la thématique de ce qu'on appelle la co-visibilité, donc le fait de bien voir ce qui nous entoure et de bien être vu. Tout ce qui est en lien, par exemple, avec l'éclairage, avec la présence de cachettes. Donc, tout ça va entrer dans cette grande notion-là. La notion de co-veillance aussi ressort beaucoup. Donc, tout l'aspect de sentir que des gens veillent sur le lieu et donc que nous-mêmes, en tant qu'individus qui fréquentons le lieu, certaines personnes peuvent veiller sur nous, donc par extension. Et ça, c'était lié, dans certains quartiers, on l'a vu, là, au sentiment de communauté qui parfois est très fort. Et ça avait vraiment un gigantesque impact sur le sentiment de sécurité des gens qui, même si ils ont conscience de ne pas nécessairement connaître tous leurs voisins, juste de savoir qu'ils ont un sentiment d'appartenance à un quartier et que le quartier est tissé serré vraiment socialement parlant, ça avait un grand impact sur ces populations-là. Sinon, sur le territoire, il y a tellement d'éléments qui nous ont surpris. L'élément du bruit, notamment, faisait en sorte que les femmes se sentaient moins en sécurité parce que les possibilités d'appeler à l'aide étaient réduites. Le fait d'être entendu, par exemple. Sinon, c'est sûr que, tu sais, en dessous d'une bretelle d'autoroute où ça passe, il y a beaucoup de bruit. Ouais. Effectivement, les risques qu'on t'entende, si tu te sens en danger, sont quand même minces. Oui, et carrément, les risques d'avoir accès à de l'aide, c'est vraiment un commentaire qu'on a eu quelquefois aussi, que tous ces environnements-là qui sont... que les gens fréquentent majoritairement en voiture. Donc, les participantes nous disaient vraiment qu'elles avaient moins l'impression de pouvoir accéder à de l'aide parce que la barrière de métal que constitue une voiture faisait en sorte que les participantes étaient moins à l'aise de demander de l'aide, donc d'une personne qui passe en voiture, que par exemple d'une personne à pied ou à vélo qui, elle, va être plus disponible et va être plus accessible aussi pour ces personnes-là. Et dans le même ordre d'idée, tout ce qui consistait comme, tu sais, des abris d'autobus ou même des commerces de proximité, tout ça était considéré comme des oasis de sécurité où les femmes savaient qu'en passant près de ces lieux-là, elles étaient vues par des personnes et elles avaient un potentiel accès à de l'aide. Donc, c'est vraiment tout plein d'aspects sur le territoire qui ont un gigantesque impact sur le sentiment de sécurité et qui vont faire en sorte qu'une personne va décider de prendre ce chemin-ci au lieu de ce chemin-là, ou même ce mode de transport-ci au lieu de ce mode de transport-là. Un des modes de transport qui est ressorti beaucoup, c'était le vélo. Donc, les femmes qui se sentaient beaucoup plus en sécurité de se déplacer en vélo le soir surtout, en comparaison avec la marche ou l'autobus. Et c'est ressorti aussi chez des populations qui n'avaient pas nécessairement accès à la voiture, par exemple, pour se déplacer. Donc, c'était vraiment un mode d'émancipation pour ces personnes-là. Wow! Bien, c'est sûr que le vélo peut être un vecteur d'émancipation, effectivement. Je sais, j'ai envie de
te lancer une question, Morgane, parce que il y a aussi toute la question de la cartographie émotionnelle, en fait, qui est un autre mode de récolte de données que vous avez quand même réalisé assez fréquemment chez Femmes et Mobilité aussi. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de c'est quoi? Bien sûr, ben, quelque chose qu'on a constaté beaucoup en parlant d'aménagement, de mobilité avec les personnes qu'on représente, donc notamment les femmes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas légitimes à se saisir de ce genre d'enjeux qui semblent réservés à des personnes expertes. Donc, quand on a des consultations publiques, elles vont pas forcément se sentir à l'aise pour prendre la parole en public et se dire « moi, je m'exprime sur cet enjeu dans mon quartier ». Mais en passant par d'autres manières de consulter la population, notamment par les approches créatives, bien là, ça permet d'aller récolter des voix qui sont peu entendues en général. Donc, nous, on a mis en place la cartographie émotionnelle, qui est un atelier participatif où on arrive avec une grande carte du quartier, puis on demande aux personnes de s'exprimer sur des enjeux de mobilité, mais par le prisme des émotions. Donc, en fait, tout de suite, les personnes se sentent plus légitimes à venir se saisir d'enjeux d'aménagement parce que on est expert et experte des émotions qu'on vit. Tu sais, ça, personne ne peut le nier. Donc, cette expertise-là, on peut la mettre en avant. Donc, avec cette carte-là, on arrive avec des petits collants de différentes couleurs qui vont représenter les différentes émotions, du rouge pour la colère, du bleu pour la peur, du vert pour la joie. Puis, on demande aux gens, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous déplacez dans votre quartier? Puis là, les gens peuvent venir annoter la carte. Puis, en fait, ça permet d'avoir des discussions vraiment profondes sur des sujets d'aménagement, de mobilité, sans même que les personnes se rendent compte qu'elles parlent de sujets d'aménagement et de mobilité. Donc, en passant par le prisme des émotions, on va vraiment rechercher des voix qu'on n'aurait pas entendues autrement. Ben oui, d'autant plus que pas mal tout le monde, les êtres humains, nous avons tous et toutes des émotions. On est relativement tous et toutes bien équipés pour savoir les reconnaître. Puis pour avoir déjà vécu, en fait, un atelier de cartographie émotionnelle avec toi, Morgane, ce que j'avais vraiment trouvé intéressant, en fait, c'était le fait que on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'émotions qui étaient partagées, en fait, au sein d'un même groupe. Puis ça permettait aussi de rendre visible le fait que nous ne sommes pas imperméables à notre environnement, en fait, dans le sens où, comme ce que tu nommais tout à l'heure, Annie, oui. Notre sentiment de sécurité, notre bien-être, en fait, est impacté par le bruit, par l'aménagement, par plein de choses, finalement. Oui, absolument, partout plein de choses. Puis souvent, justement, des cartographies émotionnelles ou des marches exploratoires, c'est vraiment des méthodes qui vont venir nous permettre de saisir cette expérience-là qu'on a du lieu et de le mettre en mots, de vraiment formuler les raisons qui font en sorte que on va se sentir comme ça dans un certain lieu. Donc, on parle d'éclairage, de présence de cachette, par exemple, de présence d'échappatoire. C'est beaucoup de choses que les gens ressentent, mais qui sont difficiles, justement, à concevoir le pourquoi du comment on va ressentir ces sentiments de sécurité et d'insécurité-là. Donc, de là, toute la pertinence de faire de la recherche-action, justement, en allant chercher ces données très qualitatives-là qui vont nous donner tellement d'indices et qui vont tellement nous indiquer la méthode à suivre pour aménager de façon plus sécuritaire et de façon plus inclusive. Marie-Soleil, tu parlais de la carte à Saint-Sauveur, puis je me souviens dans des constats, c'est qu'il y avait plein de petits collants bleus représentant la peur sur les escaliers. Oui. Les escaliers qui reliaient la basse ville à la haute ville. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a des lieux névralgiques, ça devient vraiment un outil de diagnostic. On se dit, ici, il y a un problème. Les escaliers, ils sont peu éclairés, ils sont peu conviviaux, c'est des barrières pour beaucoup de personnes, puis ça crée un sentiment d'insécurité. Donc, ça vient vraiment lier, on voit à quel point l'aménagement du territoire a un rôle à jouer pour favoriser le sentiment de sécurité des personnes. Wow, quel beau lien direct avec nos enjeux locaux, en plus. Ça nous amène peut-être au niveau des solutions, en fait. Je pense qu'on a dressé quand même un bref portrait, en fait, là, des inégalités qui peuvent exister là, entre les femmes et les hommes, mais en différentes catégories de personnes aussi. Chez Femmes et Mobilité, chez le projet aussi Rue sans peur, est-ce qu'il y a des solutions qu'on préconise pour rendre la ville plus inclusive et égalitaire? Oui, on a des solutions qu'on préconise, notamment, on a l'ADS+. L'ADS+, qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle.
accrochez-vous. Mais ADS+, de son petit nom. Donc, c'est ça, c'est un outil d'aide à la décision qui permet vraiment, en fait, d'enfiler des petites lunettes pour voir les enjeux d'inégalité qui pourraient se cacher dans certains projets, notamment les projets d'aménagement. Donc, c'est vraiment une méthodologie concrète qui permet de se poser les bonnes questions au bon moment pour s'assurer de remédier à nos angles morts quand on met en place des projets. Puis ça passe par l'analyse de données ventilées selon différents facteurs identitaires, donc le genre, le revenu, l'origine, etc., la situation de handicap. Plus c'est ventilé, mieux c'est. Puis en se basant sur cette récolte de données qui vient vraiment dresser un portrait représentatif de toutes les personnes qui composent notre société, on s'assure en fait de laisser personne à la marge quand on propose des solutions concrètes pour venir réduire ces inégalités-là qu'on a constatées. Donc, l'ADS+, c'est pas une recette magique par contre, mais... On a demandé à Ricardo d'en faire une. Il a dit non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, c'est triste, quel dommage! Même si c'est pas une recette magique, nous, chez Femmes et Mobilité, on propose une formation en ADS+. Donc, on peut vous accompagner dans cette démarche-là si c'est des sujets que vous voulez approfondir, puis si vous voulez connaître un peu les outils pour appliquer cette démarche. Parce qu'il y a certainement, il y a des bonnes pratiques finalement en aménagement, en politique publique relative à la mobilité, relative à l'aménagement, comme je le disais. Il y a des bonnes pratiques pour justement rendre nos villes, rendre nos villages plus inclusifs, plus égalitaires. Oui, bien sûr, il y a toute une panoplie de bonnes pratiques, c'est de savoir quelle est la bonne solution pour le bon endroit, pour le bon territoire. Donc, c'est ça que va venir nous aider l'ADS+. Et, tu sais, je parlais de se poser la bonne question au bon moment, puis pour le bon lieu aussi. Donc, on va vraiment être dans cette démarche. C'est comme un muscle, en fait, qu'on va développer pour s'assurer qu'on laisse personne de côté quand on met en place des projets en général. Mais c'est pas une solution, mais une panoplie de solutions qui vont résulter de cette démarche-là d'ADS+. Et Morgane, tu disais l'importance de bien planifier en fonction des besoins, donc de bien connaître ce territoire-là. Et nous, dans le projet de recherche-action, justement, Rue sans peur, c'est dans nos objectifs d'émettre des recommandations en termes d'aménagement qui vont venir vraiment répondre aux besoins des personnes qui vont avoir participé à nos marches exploratoires, par exemple, ou à nos groupes de discussion. C'est tellement intéressant. Mesdames, avant de terminer, peut-être un mot de la fin. Pourquoi c'est fondamental d'aborder, en fait, la question de la mobilité féministe à Québec, au Québec? Oui, bien, plusieurs raisons. Nous, on utilise beaucoup le principe du droit à la mobilité. Donc, c'est un concept qu'on aime beaucoup chez Femmes et Mobilité. Cette notion-là part du principe selon lequel la mobilité est un droit, ou devrait être un droit, devrait être reconnu du moins comme étant un droit fondamental, parce que d'autres droits fondamentaux, comme par exemple le droit à l'emploi, le droit à l'étude, le droit à la santé, vont tous dépendre du droit à la mobilité. Donc, c'est un canal essentiel pour avoir accès à ces droits-là. Et lorsqu'on vit un déficit de mobilité, ce qui est vécu majoritairement encore par certaines populations, ça réduit nos chances de pouvoir accéder à ces droits fondamentaux-là. Donc, ça va avoir un impact significatif sur notre qualité de vie. Donc, de là, l'intérêt d'aménager de façon inclusive pour permettre la mobilité de tout le monde. Puis ces impacts concrets-là, tu sais, ça peut être ne pas pouvoir se rendre à un souper entre amis, ça peut être manquer un rendez-vous médical, ça peut être refuser une opportunité d'emploi. C'est des impacts qui sont très concrets dans la vie des gens puis qui vont venir renforcer les inégalités. Aussi, quand on peut pas se déplacer, on devient invisible dans l'espace public, donc on nous voit plus, donc on peut plus intervenir sur les enjeux qu'on vit personnellement. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de faire la ville pour tout le monde, qu'on soit tous et toutes visibles dans l'espace public, qu'on puisse l'approprier, puis qu'on puisse y vivre notre vie en toute sécurité et prospérité. Ça fait rêver, mais en même temps, c'est vraiment des choses qui sont accessibles, en fait, là, à notre société. Pour ceux et celles qui aimeraient ça, creuser un peu plus le sujet de la mobilité féministe, il y a des livres, des documentaires, des articles, des podcasts qui existent. Mesdames, pourriez-vous nous partager vos coups de cœur en la matière, s'il vous plaît? Bien sûr. J'y vais. Moi, c'est une double recommandation. Je recommande l'épisode, le balado en général, qui s'appelle « Les couilles sur la table ». Et oui, j'ai dit le mot « couilles ». Mais c'est pour la bonne cause. Exact, mais bien sûr. Donc, 2 épisodes du balado en particulier. On a un épisode qui s'appelle « Des hommes et des bagnoles ». Donc, on vient décortiquer la pétromasculinité, donc vraiment tout le symbolique autour de l'automobile, toutes les représentations, toutes les inégalités entre les femmes et les hommes par rapport à cet
l'objet qu'est l'automobile. Puis ça vient apporter un angle intéressant à la dépendance automobile, une autre perspective qui peut être intéressante à approfondir. Ça donne envie d'écouter Fast and Furious tout de suite après. Exact. Puis le deuxième épisode, c'est des villes viriles, où là, on vient aussi décortiquer l'idée que la ville est faite par et pour les hommes. Puis il y a un géographe qui s'appelle Yves Rébeau qui a écrit un livre sur le sujet, qui est l'invité spécial de cet épisode. Donc, je vous recommande son écoute si vous voulez approfondir ces questions. Merci beaucoup, Morgane. Et puis toi, Annie, qu'est-ce que tu as à nous recommander aujourd'hui? Moi, je vous recommande un documentaire qui s'appelle Together We Cycle, qui porte sur l'émergence d'un mouvement social dans les Pays-Bas dans les années 70 pour l'adoption du vélo comme mode de transport et aussi l'aménagement de ces rues vélos, de ces rues aménagées pour les vélos et moins un peu pour les voitures. Moi, ça m'a vraiment marqué ce documentaire-là parce que tout ce mouvement-là qui a mené vraiment à un urbanisme qui est complètement distinct aux Pays-Bas, on le connaît, tout ça est venu de groupes de parents qui se sont battus donc pour la sécurité de leurs enfants. Et là, je dis parents, mais c'était vraiment majoritairement des mères qui se sont levées et qui ont dit « Wow! » Nos enfants meurent sur les routes, nos enfants se font tuer par les voitures. Ce n'est pas la société que nous voulons et on met notre poing sur la table et on exige moins d'infrastructures dédiées aux automobiles, plus d'infrastructures dédiées à la mobilité durable. Et ça a complètement transformé le visage de ce pays aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant et super inspirant aussi, surtout dans le contexte des changements climatiques, avec tout le mouvement de Mères au front. Je trouve que c'est des mouvements qui sont très parallèles où, justement, ça va être des mères qui vont se battre pour sécuriser l'avenir ou la vie immédiate de leurs enfants. Donc je l'ai trouvé très inspirant. Ben merci beaucoup pour ta recommandation, Annie. Morgane, Annie, je vous remercie encore une fois là, pour ce partage d'expertise, en espérant que tous les auditeurs et les auditrices en auront appris autant que moi. Merci. Merci, Marie-Soleil. Merci. Dans la rue ou ben dans sur le trottoir. Dans un paysage, je fais des raps du ultramar. C'est même pas ça, c'est Petro-Can. Tu payes sur le gaz et moi je rétrograde. Puis tu klaxonnes, mais à cause que t'es trop cave. Je fais tous mes angles. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui sur la mobilité féministe. Un grand merci à mes collègues Annie Métivier-Hudon et Morgane Boisseau qui nous en ont appris davantage sur ces enjeux-là qui nous touchent particulièrement chez Accès Transport Viable. Si vous aimez le temps d'une bus, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça nous aide à continuer notre travail. Et ne manquez surtout pas notre prochain épisode. À la prochaine! Au revoir! Le temps d'une bus est une production d'Accès Transport Viable, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de défendre les droits des utilisatrices et utilisateurs des transports collectifs et actifs, ainsi que de promouvoir la mobilité durable dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Animatrice, Marie-Soleil Gagné. Productrice exécutive, Angèle Pinault-Lemieux. Scénario et montage, Marie-Gabrielle Mingui et Jack Bradley. Musique, les 4x4 de Calamine. Dans cette rue. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus.